Monsieur le Président honoraire, Président du Club des Présidents honoraires, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, chers consoeurs, Présidente honoraire, suppléante du secrétaire perpétuel, chers présidents de section, chers consoeurs, chers confrères, chère Madame Fournier et distingués invités, je suis particulièrement heureuse d'ouvrir cette séance de rentrée après les vacances entre guillemets de la Toussaint et avec les joies et les peines que nous avons tous vécues ensemble. Comme vous le savez, hier la présidente honoraire suppléante du secrétaire perpétuel a bien voulu ouvrir le cycle, enfin la nouvelle étape du cycle des Outre-mer français, et a bien voulu rappeler justement le deuil qui nous frappe avec notre confrère, le président Roland Pourtier. Je donnerai tout à l'heure la parole à Jeanne-Marie pour qu'elle vous redise un mot sur ces questions. Nous avons beaucoup souffert tous ensemble et nous avons vraiment une pensée, encore une fois, très, très émue. Vous m'excuserez. Excusez-moi. De même, nous continuons à nous inquiéter de la situation d'un certain nombre de nos membres, en particulier, comme vous le savez, Boualem Sansal, dont, j'allais dire, les efforts collectifs n'ont pas réussi à faire évoluer la situation en prison en Algérie, mais nous sommes en tous les cas toujours là et nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais également avec, j'allais dire, les belles perspectives qui s'ouvrent pour la fin de l'année en matière de programme. Nous avons un programme particulièrement riche, aussi bien des rapports spécifiques de la Somme que des rapports présentés par des parlementaires qui vont venir, mais également de belles séances à venir. Et en particulier, évidemment, nous allons entendre avec grand intérêt les propos de Madame Fournier, notre consoeur, que je salue, qui a bien voulu prendre en main cette coordination de cette séance. Ce n'est pas une mince affaire, on le sait, coordonner une séance à l'Académie, et je salue également ses invités. Et nous allons l'écouter avec intérêt, en tout cas moi, très personnellement, sur, au fond, les modes de pensée traditionnels et modernité, et de quelle manière peut-on raccorder cette problématique avec celle de la reconfiguration de l'ordre international, qui est celle, comme vous le savez, de Monsieur le Vice-président. Je ne vous ai pas salué, bonjour. Donc, le thème général de la reconfiguration de l'ordre international. Est-ce qu'il y a des liens ou pas? Pas trop artificiels, vous allez nous le dire, et je vous en remercie. Et sans plus tarder, comme vous le savez, je m'excuse un petit peu de la phonie avec laquelle je me présente devant vous, mais je rentre de Dakar, comme on l'a dit ce matin, et j'ai eu, là aussi, c'était une des choses positives, de rencontrer le président de l'Académie des sciences du Sénégal, hier, qui a fait un très beau discours devant l'Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie, de l'AUF, qui tenait ses assises de la diplomatie scientifique. Ça veut tout dire, diplomatie scientifique. Et le président de cette académie a manifesté un grand intérêt à nouer des liens de partenariat. Et il a fait un très beau discours sur la science et la conscience. Alors ce n'est pas nouveau, mais encore faut-il le dire, le repenser à notre époque. Et véritablement, c'était un moment particulièrement, j'allais dire, enthousiasmant. Je vous en remercie et sans plus tarder, encore une fois, en vous remerciant de votre présence, je donne la parole à notre présidente honoraire et en même temps secrétaire perpétuelle suppléante. Merci beaucoup. Merci, Présidente. Donc, effectivement, là, je vais vous lire le compte-rendu de la séance numéro 13 du 10 octobre 2025. Mais je voudrais revenir effectivement sur ce choc. Excusez-moi, toi, c'était une affaire de... On va dire que les femmes sont fragiles. Et donc, de ce deuil qui nous touche, celui de notre cher confrère Roland Pourtier,
qui est mort à Bruxelles, et je rappellerai que son terrain de géographe a été le bassin du fleuve Congo, l'ex-Congo belge, et il nous quitte à Bruxelles. Il est tombé sur scène le 14 février dans le cadre de 14 octobre dans le cadre des séances conjointes Académie des sciences d'outre-mer, Académie royale des sciences d'outre-mer. C'est une habitude, je dirais, puisque la logique de ces rencontres est en général un rythme de tous les 2 ans. Donc il était en train de faire sa conférence et puis il est tombé et l'accident cardiaque était trop grave pour qu'il puisse s'en remettre. Notre cher confrère était très aimé, très aimé. Il est arrivé en 2010. Nous sommes géographes. Je suis géographe, il est géographe. Je le connaissais bien puisqu'on partageait l'Institut de géographie, une véritable maison de la géographie à Paris rattachée à la Sorbonne. Et en 2009, je suis allée le voir. Je lui ai présenté l'académie en sollicitant sa candidature. Il a été élu très vite au premier tour et à partir de là, il s'est engagé. Je dirais rapidement qu'il a participé au lien entre nous parce qu'entre 2010 et 2018, il y avait ici à l'Académie de nombreux voyages, lointains ou tout simplement en France, dans le cadre du programme Grande Guerre en particulier. Et tous ces voyages ont fait ciment pour notre compagnie. Il y avait des échanges, des connaissances, des amitiés qui sont liées. Et mon idée aujourd'hui serait de trouver des opportunités pour ainsi nous retrouver hors de cette salle de séance, hors rue La Pérouse, pour développer ces liens qui sont ceux d'une compagnie. Et donc Roland Pourtier s'est engagé très vite, il a été un des plus actifs, il a posé sa candidature au bureau, il a été élu, il a posé sa candidature de vice-président, il a été élu, et vice-président en 2022, il a présidé en 2023, et 22 et 23, vous le savez, sont des années très importantes pour nous, puisque 22, c'était le premier centenaire, c'était celui de la fondation de l'Académie, et le second centenaire 2023, c'était celui de la séance inaugurale à la Sorbonne, dans ce théâtre qui est le grand amphi de la Sorbonne. Et Roland Pourtier a été le dernier à prendre la parole, et nous sommes nombreux à ne pas avoir oublié effectivement cette prise de parole où, en géographe, il plaçait la France dans un système monde. On pourrait aujourd'hui se référer à ce discours en travaillant les différents types d'espaces en cercle concentrique et en arrivant à la relation entre la France et nos territoires d'outre-mer. C'était une belle construction. C'est un document qu'il faudrait relire aujourd'hui, surtout dans le cadre de notre programme. Et donc, c'était des années 2022 et 2023 ont été des années tout à fait particulières, d'une très grande charge, d'autant plus que notre secrétaire perpétuel, Pierre Génie, était déjà gravement malade. Donc Roland Pourtier a joué un rôle continu, un engagement continu de son élection en 2010 jusqu'à tomber en scène dans le cadre de nos relations avec l'Académie royale des sciences d'outre-mer. Donc nous lui rendrons hommage le 5 décembre, en début d'après-midi, avant la séance, de façon à ne pas trop reporter le début de la séance. Mais ressortons son discours du 23 à la Sorbonne. Oui, tout à fait. Donc, je dois vous lire maintenant le compte-rendu de la séance numéro 13 du 10 octobre 2025, qui portait sur la reconfiguration géopolitique et stratégique de l'ordre mondial et ses conséquences en matière de défense. Ça a été une très, très belle séance. Cette séance a été coordonnée par notre confrère Pierre Lang, de la première section, et présidée par Christine Dessouche.
L'ouverture de la séance a été faite par Christine Dessous, présidente de l'Académie, suivie de la lecture du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2025 par Dominique Barjot, secrétaire perpétuel de la Somme. Puis nous avons rendu hommage à l'académicien Olivier Stirn. Michel Roussin a prononcé cet hommage. Hommage amical donc à Olivier Stirn, puis présentation du thème de la séance et des intervenants, présentation qui était faite par notre confrère Pierre Lang. Nous avons entendu ensuite 3 communications. Professeur Martial Foucault, la reconfiguration géopolitique et stratégique proprement dite. David Cadier, la reconfiguration des politiques étrangères et de défense dans le nouvel ordre mondial. Et conférence du général de corps d'armée Mabin, inspecteur des armées, la reconfiguration des armées en matière de doctrine, de tactique, de matériel et d'entraînement. Des conférences particulièrement riches qui nous ont beaucoup apporté. Ensuite, nous avons ouvert le moment des questions et débats et la séance commencée à 15h a été levée à 17h45. Merci beaucoup, Madame la secrétaire perpétuelle suppléante. Je vous remercie pour ces rappels importants. J'ai aussi une pensée pour vous tous qui étaient avec nous tous ensemble à Bruxelles. Et je sais combien vous avez été, je vous vois tous, et je sais combien nous avons été dans un élan de solidarité. Donc, ce sont des éléments qui se perpétuent. Mais au-delà de ça, vous avez raison, chère présidente, les moments qu'on passe en dehors de la Somme, que ce soit d'ailleurs dans Paris peut-être, ou en province, ou ailleurs, ou dans l'ailleurs, sont des moments importants pour resserrer les liens entre nous tous. Et je pense que dans les années qui viennent, ou en tout cas dans l'année qui va venir, l'année prochaine, il y aura certainement des initiatives prises pour que ces fameux entretiens d'outre-mer, dont vous avez parlé plusieurs fois et qui sont véritablement des moments exceptionnels de découverte et de partage, d'amitié et de tradition, nous pourrons justement les réorganiser. Je suis persuadé que ceux qui auront la charge de la responsabilité de l'Académie le feront bien évidemment. Je vous remercie. Alors justement, pour échanger sur les pensées, sur les traditions, les cultures respectives qui sont là aussi notre richesse, comment aller j'allais dire non pas du bas, mais c'était quand même quand nous avions créé il y a très longtemps politique africaine, dans les années 90, on disait justement par le bas et par le haut, donc sans jugement bien évidemment négatif, et donc ça sera intéressant de savoir comment ce haut et ce bas se rejoignent, comment la tradition et la mondialisation se rejoignent également, ou s'interfèrent, et je donne tout de suite la parole à notre consoeur Madame Fournier. Merci beaucoup. Qui va donc nous présenter le thème de la séance et les intervenants. À vous, cher consoeur. Madame la présidente honoraire et suppléante du secrétaire perpétuel, Madame la présidente de la Somme, chers confrères, chers consoeurs, honorables invités. Cette année, le thème de l'Académie des sciences d'outre-mer est « Reconfiguration de l'ordre international ». Ce thème évoque plutôt a priori des rapports économiques, politiques, environnementaux qui s'exercent à l'échelle d'États, d'empires, de grandes régions du monde. En réalité, des reconfigurations ou stabilités moins spectaculaires, de nature plus intime, peuvent avoir elles aussi des conséquences importantes sur les choix des humains et la reconfiguration du monde. Je veux parler d'attitudes mentales, de modes d'action et de raisonnement de nature culturelle qui diffèrent sensiblement entre groupes. Nous en avons eu un avant-goût avec l'exposition qui vient de se terminer il y a peu sur les masques de feuilles des Boabas du Burkina Faso, qui sont sans conteste l'expression d'un rapport au monde qui diffère du nôtre. La séance d'aujourd'hui, mode de pensée traditionnel et modernité, va donc s'intéresser à ce qu'on appelle en langage courant l'animisme.
ce que le dictionnaire définit comme un système de pensée qui considère que la nature est animée et que chaque chose y est gouvernée par une entité spirituelle ou âme. Les anthropologues qui discutent entre eux sur ce terme depuis fort longtemps trouveront quelque peu à redire à cette formulation simple et vague, mais elle peut suffire pour introduire notre propos. Faut-il voir dans cet animisme un archaïsme voué à une disparition ou déjà quasiment évanoui, et qui n'a donc plus comme avenir qu'une folklorisation et une valorisation marchande en tant que produit touristique? Faut-il au contraire, en se conformant à la devise de notre académie, que je rappelle, savoir, comprendre, respecter, aimer, faut-il donc voir dans un tel type de rapport au monde un ferment virtuel de nouveauté qui a sa place dans la configuration future des sociétés et qui peut notamment contribuer à un rapport renouvelé de la nature, Nos trois communications vont tenter de fournir des éléments de réflexion sur le sujet. Elles concernent des endroits du monde bien différents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, et adoptent des angles distincts et complémentaires. Dans la première, je vous présenterai des rites ancestraux pratiqués aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, l'initiation au do et la divination, auxquels j'ai eu accès au cours d'une quinzaine d'années de travaux ethnologiques de terrain au Burkina Faso. Bien entendu, la fixité apparente de ces pratiques est illusoire, la tradition étant, comme chacun sait, toujours moderne en réalité. Pourtant, ces rites sont l'expression des liens profonds qui unissent les humains avec des non-humains et ils relèvent d'un animisme qui est actuel et bien enraciné. Dans la deuxième conférence, Léo Mariani nous expliquera ce qu'implique en ce domaine deux techniques de récolte d'un fruit asiatique, le durian. Il montrera que le choix d'attendre que le durian tombe au sol favorise le développement de la diversité culturelle, technique et biologique, et probablement celui d'une raison animiste. Léo Mariani est anthropologue, maître de conférences au Muséum national d'histoire naturelle et habilité à diriger des recherches. Il est membre de l'UMR PALOC, Patrimoine locaux et environnement et globalisation. Ses premières recherches ont porté sur l'État au Laos à travers une étude des modes de représentation du pouvoir communiste dans le quotidien et dans les fêtes importantes de la vie sociale. Après un détour par le Cambodge, où il a travaillé avec des populations migrantes de retour, il a commencé à s'intéresser au durian, un fruit, écoutez bien, qui a la réputation de partager l'humanité en deux. Il s'est d'abord attaché à comprendre les racines de cette curieuse disposition avant de décrire les réseaux sociotechniques et affectifs riches qui s'organisent autour du durian en Malaisie et à Singapour, où ce fruit fait l'objet d'une véritable passion. Passion dévorante, dit-il. Depuis 2020, Léo Mariani développe un travail comparatif et historique en France auprès de vignerons qui ont refusé à ajouter du soufre dans leur vin, se privant ainsi d'un moyen de conservation très efficace. Ces recherches assument une approche empiriste et matérialiste, ouverte sur le temps de l'histoire proche et lointaine, et donc exposée aux débats interdisciplinaires sur l'évolution naturelle et culturelle du monde. Elle dialogue notamment avec l'écologie, l'agronomie, l'archéologie et la philosophie. Il a notamment publié Les avatars du don dans le Laos contemporain, essai d'anthropologie politique, Le goût des possibles, enquête sur les ressorts symbolistes d'une crise écologique, et Devenir hétéronome, sur la pluralité des mondes. Enfin, dans la troisième conférence, Charles Stepanov nous parlera des éleveurs de rennes tosus en Sibérie qui ont été confrontés à l'effondrement de la modernité soviétique. Il nous montrera comment des techniques jugées archaïques sont redevenues vitales, ce qui illustre les transformations multiples et imprévues des réseaux socio-écologiques. Charles Stepanov est normalien, anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France.
Ses premières enquêtes ont porté sur le chamanisme à Tuva, en Sibérie méridionale. Il a étudié les ressorts cognitifs et relationnels de l'autorité et des pouvoirs d'individus hors du commun, les chamans. Ses travaux se sont ensuite étendus au rapport à l'environnement à travers la chasse et l'élevage chez les populations de la taïga. Puis il a travaillé sur la chasse et la domestication à travers l'évolution de longue durée des sociétés. Il étudie les multiples façons dont les humains établissent des liens et communiquent avec des êtres non humains, divinités, esprits, plantes ou animaux. S'inscrivant dans des collaborations pluridisciplinaires internationales, ses recherches s'inspirent de travaux récents menés en sciences cognitives, préhistoire et biologie, et il a notamment publié « Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination », dont il existe maintenant une version en anglais. Également « L'animal et la mort », chasse, modernité et crise du sauvage. Et enfin « Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain ». Et comme beaucoup d'autres gens, j'ai été passionnée par ces 3 ouvrages. Chers consoeurs, si vous voulez bien nous délivrer votre communication. Merci. Merci pour ces mots tout à fait passionnants. Merci. Vous pouvez lancer mon PowerPoint. Voilà. Traditionnellement, dans nos contrées, des principes et des attitudes chrétiens imprègnent les mentalités, parfois à leur insu, celles des athées et des plus ignares en matière de religion. Même des mythes grecs et des dieux latins gardent une certaine influence. En vous parlant des rites ancestraux pratiqués aujourd'hui par les Sémés, je vais essayer de vous donner un aperçu de ce qui, de la même manière, anime les mentalités en Afrique de l'Ouest. Cela va m'amener à vous parler des représentations des Sémés qui impliquent des liens avec, très forts avec les animaux, les plantes, les génies et le territoire. Les Sémés, ou Siamou, vivent au Burkina Faso, dans la ville d'Orodara et ses alentours. Ils sont 26 000 personnes environ, sur un territoire de 400 km². Ce sont des cultivateurs, aujourd'hui plutôt arboriculteurs. Selon le décompte des missionnaires évangéliques du projet Joshua, 76% d'entre eux pratiquent une religion traditionnelle. Cette religion, c'est le culte du dos, introduit chez eux il y a environ 150 ans. La ville d'Orodara, avec 23 000 habitants et quelques, donc ils sont en mélange avec d'autres gens, est le chef-lieu de la province du Kénédougou et un carrefour commercial vers le Mali. Donc, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui appartient indéniablement à la modernité. Ça se pratique en ce moment. Les rites et les représentations que je vais vous décrire empruntent leurs éléments à différents fonds culturels. Le lien mystique à la terre et aux ancêtres se rencontre dans toute l'Afrique et évidemment bien au-delà. La divination par les kauris ou le bâton est commune dans toute l'Afrique, mais les Sémés en ont élaboré leur version personnelle très originale. La croyance en des génies de brousse, c'est plutôt ouest-africain. Il s'agit de petits êtres invisibles, mortels et sexués, qui vivent auprès des humains. La notion de destin prénatal a été particulièrement développée dans l'ère culturelle dite voltaïque, c'est-à-dire celle qui occupe la boucle du Moon au Burkina Faso, Moon qui était autrefois appelée la Volta Noire. Le très ancien culte du dos se rencontre dans le sud du Burkina Faso et certains de ces éléments auraient été perdus, auraient disparu. Aujourd'hui, chaque société qui le pratique le fait à sa manière propre. L'importance du lien mystique au territoire peut être illustrée par des cartes. J'en ai fait un certain nombre. Je vous présente ici celle qui correspond aux lieux aquatiques associés aux génies femelles
qui sont pensées comme les mères mystiques des humains. Pour accéder aux représentations qui sous-tendent les rites des sémés, donc initiation et divination, il faut comprendre ce qu'est une personne pour eux. Comme chez nous, bien sûr, la personne a un corps de chair et qui est animé par un principe vital. Cette sorte d'âme, il l'appelle non, je dirais âme désormais. Elle ne disparaît pas après la mort, mais elle vient se loger dans un nouveau corps pour revivre une nouvelle vie. Maintenant, c'est plus nouveau, puisque le reste ressemble à ce que nous connaissons ici en Occident. La personne est de plus environnée de ce qu'on appelle les choses gardiennes, des puissances invisibles qui la protègent et sans lesquelles elle n'arriverait pas à survivre. Ces choses gardiennes relèvent de divers collectifs. Certains sont larges, comme ces deux fétiches. Alors fétiche, c'est un terme très généralement utilisé en Afrique de l'Ouest, c'est pour ça que je l'emploie aussi, pour désigner toutes les puissances invisibles, leurs autels et éventuellement les objets sacrés qui vont avec. Donc pour le fétiche du quartier, on y est affilié par son lieu de naissance, c'est géographique. Mais c'est du fait de sa naissance qu'on est affilié à un fétiche de caste. Alors rien à voir avec les castes indiennes. Une caste est un groupe socio-professionnel avec une certaine endogamie seulement. Cultivateurs, fossoyeurs et forgerons se marient entre eux, mais les griots restent à part et on va y revenir. D'autres de ces choses gardiennes relèvent de collectifs plus restreints. Les ancêtres de la famille, alors il s'agit d'une famille étendue, un homme avec ses épouses, on est polygame dans cette région, leurs fils mariés, leurs enfants encore jeunes, et tous les enfants des couples présents. Les fétiches familiaux, c'est tout ce que les membres de la famille ont pu acquérir personnellement et dont certains peuvent être transmis, et donc certains restent au groupe. D'autres choses gardiennes sont très personnelles. Il s'agit tout d'abord d'un couple de génies-parents qui a permis à la naissance de la personne, grâce à sa relation sexuelle qui a rendu féconde celle des parents humains. Ces génies-parents vont rester près de la personne pendant toute sa vie, et même un peu avant et un peu après. Et il y a le génie animal, qui est une chose gardienne proche également. Il s'agit d'un génie qui, pour un temps, s'est transformé en animal sauvage, et qui accompagne la personne tel un chien de garde pour la protéger. Une part de l'espèce animale en question est incorporée à la personne au cours de sa formation, on va y revenir. Alors cet animal, ou plutôt ce génie animal, est figuré dans les masques que portent les hommes lors de leur dernière phase initiatique. À toutes ces choses gardiennes, la personne doit des sacrifices sanglants dans divers lieux, de la maison, du village ou de l'environnement naturel. Négliger ce devoir l'expose à des tracas, voire des malheurs, et même à la mort, car une chose gardienne irritée relâche sa protection et vous laisse vulnérable. C'est pourquoi, dès qu'une personne rencontre des problèmes ou ressent des craintes ou des angoisses, elle va vite chez le devin, qui va, le cas échéant, lui révéler quelle est la chose gardienne qui relâche son attention vis-à-vis de lui ou d'elle. Et le devin prescrira le ou les sacrifices adéquats pour apaiser cette chose gardienne et pour réparer cette négligence et puis prévenir les problèmes futurs. Alors avant de revenir à la divination, je vais vous présenter un montage de vidéos capté à Orodara en 2024 qui montre les fameux masques animaux dont je viens de parler. Tous les 40 ans, une génération masculine s'initie au Do. La dernière sortie des initiés avec leur masque a eu lieu à Orodara le 12 avril 2024.
Pour les Sémés, l'initiation n'est pas un folklore, mais un rite qui a une grande importance. L'identité animale, illustrée par ces images, est, comme je l'ai dit, acquise lors du parcours prénatal de l'âme, avant qu'elle ne se loge dans un nouveau corps. Après le décès, le souffle vital disparaît et le cadavre pourrit. Les deux géniparents et le génie animal accompagnent un petit peu, mais ne tardent pas à rejoindre leur lieu de résidence dans un site sacré naturel. Et l'âme s'échappe seule pour poursuivre son circuit vers une nouvelle vie. Elle commence par saluer les lieux où elle a honoré toutes ces choses gardiennes, celles de sa vie précédente. Puis, elle se rend chez le Créateur et devant les ancêtres, où elle définit elle-même librement la plupart des éléments de son destin, c'est-à-dire ce qui va se passer dans sa vie future. Le Créateur lui impose une durée de vie maximale et lui octroie une part de chance personnelle. Ensuite, comme disent les Sémés, l'âme redescend. Elle va à nouveau saluer, mais cette fois les choses gardiennes de la nouvelle vie. Et c'est là qu'elle récupère, si je peux dire, ses deux nouveaux géniparents et son nouveau génie animal. C'est aussi à ce moment-là qu'a lieu la relation sexuelle des géniparents. Celle-ci fixe à l'âme la part animale et déclenche la relation sexuelle des parents humains. Une grossesse a lieu, un enfant naît et le cycle est bouclé. Je reviens donc maintenant à la divination. C'est donc elle qui permet d'accéder aux éléments de ce destin. Si quelque chose s'est mal passé, si certaines promesses ont été faites et n'ont pas été tenues, je sacrifierai à tel endroit, à tel âge ou à tel moment de ma vie. Et donc, elle se pratique souvent. Et le montage vidéo que vous allez voir illustre la technique divinatoire avec un bâton d'écorie et une pierre noire. Et ce sont des images prises en 2015. J'en ai beaucoup d'autres. Moment plus rare, d'autres images illustrent l'initiation d'un devin, et en l'occurrence un enseignant qui s'est tenu en 2021. « 5 à 10 plantes entrent dans la composition du matériel du devin. Le but du devin est d'identifier les problèmes de son client et les sacrifices à effectuer. Il alterne des jets de caurie et le frottement d'un bâton sur la pierre de divination. Ce sont les génies qui choisissent le devin et ils s'installent chez lui pour l'assister. Les devins initiateurs commencent par prélever des plantes en brousse. Ils construisent les hôtels des génies occidentaux. Si l'on prend en compte le matériel du devin et ce qui sert à l'introniser, c'est une vingtaine de plantes qui est utilisée. Comme vous le sentez, les liens qu'entretiennent les sémés avec les plantes et les animaux sont de nature un peu différente. Pour bien le saisir, il faut se pencher sur la manière dont les créatures sont fabriquées. Il y a d'abord un premier groupe, plantes et insectes, qui naissent directement de la pluie, assimilés au sperme du Créateur. Il y a ensuite les autres, animaux, génies et humains, dont le corps est modelé avec de la glaise par le Créateur. Ceci va avec
des intériorités différentes, intériorités au sens de conscience, volonté, intention. Et c'est seul le deuxième groupe qui en est pourvu. Le premier, parfois exceptionnellement, quelques individus. C'est le mythe de création du monde qui explique ces rapports complexes entre les humains et les non-humains, et il explique aussi l'arrivée du culte du dos. Au tout début, le Créateur était seul dans ce qui allait devenir le monde d'en haut, ou le ciel. Alors, il n'y a pas de véritable localisation, et c'est toujours cet endroit qui est son atelier de création. Ensuite, il a détaché la terre de lui pour en faire son épouse et le réceptacle de ses créatures. Et il a commencé à produire des plantes et des insectes. Puis, il s'est adjoint un génie assistant pour l'aider à modeler les autres créatures, et ils ont d'abord fabriqué les animaux et les génies. Enfin, ils ont fabriqué les humains. Mais là, animaux et génies se sont ligués pour essayer de faire disparaître ces nouveaux venus dont ils ne voulaient pas. Le Créateur a pris la défense de ces petits derniers en leur fournissant des armes. Ils se sont bien défendus grâce aux armes et ils ont même asservi et maltraité tout le monde. Si bien que les génies sont venus demander au Créateur l'invisibilité pour se protéger des mauvais traitements qu'on leur infligeait. Cela leur a été accordé. Nous aussi, on dit les animaux, mais le Créateur ne leur a pas donné l'invisibilité, mais seulement la possibilité de se cacher dans une certaine mesure des chasseurs humains dans la brousse grâce à la végétation. Il leur a offert cette brousse en tant que territoire. C'est ainsi qu'est apparue la distinction majeure dans les cultures africaines entre la brousse et le village. La même organisation a été mise en place dans le monde d'en haut, mais l'histoire n'est pas finie. Un beau jour, le génie assistant, comme il arrive souvent, a récupéré un reste de glaise et a voulu fabriquer un humain tout seul. C'était celui qui allait devenir le griot. Fâché de cet acte arrogant, le Créateur qui avait donné l'art de la culture aux cultivateurs, l'art des funérailles et de l'enterrement aux fossoyeurs et l'art de la forge aux forgerons, n'a rien voulu donner à ce griot, qu'il a laissé non doté. Ce griot oisif s'ennuyait et c'est comme ça qu'il a inventé la musique. Quand il est devenu adulte, il aurait voulu épouser une femme comme tout le monde. Personne n'a voulu donner d'épouse à ce bon à rien qui ne pourrait pas la nourrir. Alors, il a assouvi ses pulsions sexuelles dans la terre comme étant un horrible inceste et une insulte épouvantable vis-à-vis du Créateur. Celui-ci a failli supprimer son génie assistant, le peuple des génies et le griot. Mais en Afrique, on discute toujours et finalement, on a trouvé certaines dispositions permettant de garder tout le monde. Dans le monde d'en haut, le génie assistant a été relégué le plus loin possible du Créateur, dans la brousse d'en haut. Les génies en bas ont été chassés du village et les animaux ont accepté de les accueillir dans leur territoire de brousse en bas. Quant aux griots, désormais, leur quartier est toujours placé juste au bord du village, près de la brousse, le plus loin possible des autres. Désormais, le Créateur ne modèle plus que les animaux et les humains. Et le génie assistant se charge de modeler les corps des génies, devenant de ce fait une sorte de dieu secondaire. Les ancêtres des créatures ont été placés chacun là où ils le devaient, et pour mieux garantir l'ordre ainsi établi, le Créateur a envoyé sur Terre son fils Dwo. Alors celui-ci impose sa loi aux humains et aux génies, mais pas aux animaux, bien que les animaux, vous le verrez, participent tout de même au rite. Alors résumons un petit peu cette histoire assez compliquée. Il y a donc les humains et les génies qui sont soumis à Dwo, et les humains sont tenus de le célébrer chaque année. Peut-être que les génies le font dans l'invisible, mais on ne les voit pas. Humains et génies sont obligés de célébrer tous les 40 ans la fête de Donoblé ensemble avec des masques. C'est les images que vous avez vues. Pour que les animaux aient une forme de participation à tout cela,
il a été entendu qu'un savoir initiatique des génies serait de se transformer en animaux et qu'ils serviraient à ce moment-là de chiens de garde aux humains. De plus, on l'a déjà dit, les humains se trouvent liés aux génies et inversement pour la procréation. Comme les animaux servent de nourriture aux humains, ils ont exigé de faire partie du corps des humains, d'être intégrés. Lors de Donoblé, les humains doivent porter des masques qui représentent les génies animaux. Ils honorent de cette manière à la fois les génies et les animaux. Et ils doivent aussi subir une possession publique par leur animal d'affiliation. Chaque village a sa série de masques d'animaux, et voici celle qui concerne Rodara. L'altérité des griots, vous le remarquez, se marque par des figures d'oiseaux. C'est pareil dans tous les villages, alors que les autres ont des mammifères. Alors, pour résumer, les humains ont des liens d'identité avec les animaux et un lien parental ou de procréation avec les génies. Ils entretiennent avec le territoire des liens multiples à travers le service rituel qu'ils rendent aux autels et lieux sacrés où ils servent leurs diverses choses gardiennes. Les plantes, quant à elles, sont seulement un matériel de génie. Là, j'introduis quelque chose de nouveau. Ce sont les génies qui ont appris aux humains à utiliser le pouvoir des plantes dans beaucoup de domaines que je laisse tomber parce que ça serait trop long, et en particulier pour la divination. Alors, modernité et tradition. Vous voyez que ici, c'est des images qui datent de 1950. C'est une autre ethnie juste à côté, mais qui a des rites un peu très proches. En 75 ans, on voit que les formes plastiques ont très peu varié. Il y a des petites variations entre quartiers, entre villages, etc. Pourtant, il y a quand même des innovations sérieuses avec les couleurs du drapeau burkinabé sur les masques dans un quartier à Orodara et le port de chaussures qui était totalement prohibé jusque-là. Il y a aussi, ça c'est peut-être un peu plus ancien, l'apparition parmi les accessoires de bois des masques d'un fusil, alors qu'avant il n'y avait que des couteaux. De toute évidence, en plus de ces variations plastiques, les représentations se remanient un petit peu à la marge également, du fait de la vie moderne et du fait de l'influence de l'islam et du christianisme, qui sont aussi pratiqués à Rodara, parfois et même souvent, par les mêmes individus, ceux qui portent les masques. Pour conclure, les représentations qui viennent d'être résumées m'ont été expliquées à Rodara depuis 2009. Tous les Sémais ne connaissent évidemment pas tout ça dans tous les détails et avec une parfaite clarté. Néanmoins, ces représentations constituent l'arrière-plan de leur rapport au monde. Et ce type de rapport au monde, qu'on peut qualifier d'animisme, toujours en ce sens courant, est bien ancré dans cette région du monde. Et peut-être faudrait-il en tenir compte. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère consoeur. On va faire de commentaires, je pense qu'il y aura des questions et des échanges sur cette présentation. On voudrait bien continuer toute la journée avec des films et des visios. Mais bon, je vais donner la parole, bien sûr, à M. Léo Mariani, s'il vous le bien, sur laisser tomber les fruits, favoriser les diversités, réflexion autour d'un cas malaisien. Je vous en remercie. Merci de votre présence. Merci Madame la Présidente. Merci évidemment à toutes et tous de m'accueillir aujourd'hui et merci en particulier à Madame Anne Fournier de m'avoir proposé d'intervenir. Je vois qu'il n'y a pas encore c'est moi qui dois engager le premier. D'accord. Donc de m'avoir proposé d'intervenir dans cette session sur le thème des modes de pensée traditionnels et modernité. Donc j'ai bien compris que cette proposition s'inscrivait dans une réflexion plus générale, vous l'avez dit, sur les reconfigurations de l'ordre international. J'aimerais que ce ne soit pas trop artificiel, comme vous l'avez souhaité,
Et je voudrais en ce sens me saisir donc de la proposition que Anne vient de faire, en tout cas qu'a fait dans son introduction, en l'occurrence de cette idée que des reconfigurations moins spectaculaires, de nature plus intime, peuvent avoir elles aussi des conséquences importantes sur les choix des humains et donc sur la reconfiguration du monde. Je voudrais même, si vous m'y autorisez, introduire mes recherches en général et ma présentation d'aujourd'hui à partir d'une référence ancienne à l'approche systémique de l'école de Palo Alto et notamment à l'un de ses grands animateurs, l'anthropologue Gregory Bateson. Je dis anthropologue, mais Bateson était aussi biologiste, psychologue et même peut-être éthologue et tant d'autres choses. C'était un savant transdisciplinaire ou indisciplinaire, comme on en fait presque plus aujourd'hui. Donc ce sont des références un peu anciennes, j'en ai conscience, il est vrai, et dont on pourrait estimer qu'elles sont donc un peu datées. L'école de Palo Alto, c'est l'époque de la cybernétique, les années 50, et Gregory Bateson est décédé en 1980. Mais ce sont des pensées très fondamentales qui portaient sur les dynamiques des groupes et des systèmes et qui soulevaient, à ce titre, des problèmes qui n'ont jamais véritablement disparu. D'ailleurs, les grands concepts de Gregory Bateson n'ont jamais cessé d'irriguer l'anthropologie, les sciences de la communication, la psychologie, et bien au-delà. Charles en évoquera peut-être parce qu'il se sert de certains, mais moi, on voit en tout cas, donc ce sont des concepts qui réémergent en plus très souvent et qui sont très souvent réappropriés. Donc pour introduire plus spécifiquement mon propos d'aujourd'hui et faire écho aux questions donc, qui vous préoccupent sur les reconfigurations plus ou moins spectaculaires en tout cas, j'aimerais invoquer un concept ou une idée en particulier que j'emprunte à Gregory Bateson, l'idée de différence qui fait la différence. Une différence qui fait la différence, à quoi cela renvoie-t-il ? J'ai dit que les chercheurs de Palo Alto s'intéressaient à la dynamique des groupes et des systèmes en particulier. Ils travaillaient sur les dynamiques internes des groupes humains, y compris même dans les entreprises, mais Bateson, lui, s'intéressait au système en général et à ce que nous appellerions aujourd'hui des socio-écosystèmes. Dans ce contexte, l'idée de différence qui fait la différence, c'est l'idée que certaines différences que l'on introduit au sein d'un système sont susceptibles de changer vraiment les choses alors que d'autres non, dans leur ensemble. Alors que d'autres ne changent finalement pas grand-chose, voire même empirent quasiment ce qui peut se passer. Donc dans le questionnement sur la dynamique des groupes, il s'agissait par exemple de trouver la plus petite action susceptible de produire le plus grand effet, notamment pour faire évoluer des situations bloquées, des situations dans lesquelles on pouvait avoir l'impression d'avoir tout essayé, comme on dit. En particulier, les chercheurs de Palo Alto, de l'école de Palo Alto, estimaient qu'un système tend toujours plus ou moins à préserver son équilibre, même lorsqu'il n'est pas du tout optimal. C'est ce qu'on qualifie communément d'homéostasie. Donc lorsqu'un acteur souffre de cet équilibre, il va essayer de changer les choses, mais souvent, trop souvent, en général même, les solutions qu'il apporte sont des variations autour d'un même thème, si vous voulez. L'idée va être, alors, pour ces chercheurs de Palo Alto, plutôt de trouver une manière de changer de thème, si vous voulez, de faire un pas de côté. Voilà. Donc il va falloir introduire un changement de registre ou même de nature, car c'est la seule manière de faire une vraie différence qui se traduise concrètement à grande échelle. Donc finalement, la différence qui fait la différence, c'est, si vous voulez, le petit caillou qui, parce qu'il est extrêmement bien placé et très bien choisi, va changer le cours des choses parce qu'on place exactement, donc au bon endroit, la plus petite action susceptible de produire le plus grand impact. On peut dire que mon travail porte sur ce genre de différence, s'intéresse à ce genre de différence. Mais je suis anthropologue. Contrairement aux chercheurs de Palo Alto, je n'ai donc pas d'abord pour objectif de débloquer des situations, même si l'idée m'intéresse, mais plutôt de les observer, de les décrire et de les qualifier autant que faire se peut. Donc il va s'agir pour moi de comprendre comment s'opèrent des changements systémiques et d'identifier les plus petites différences qui sont susceptibles de les provoquer. L'exemple que j'ai choisi à ce propos de vous présenter aujourd'hui est un exemple qui est séminal pour moi dans mon parcours, c'est celui qui m'a porté vers cet intérêt, qui m'a ouvert vers cet intérêt-là. Cet exemple a trait au durian, donc c'est un fruit qu'on voyait tout à l'heure, mais vous en avez quelques exemplaires ici. C'est un fruit qu'on trouve essentiellement, qui est endémique de toute façon de la région Asie du Sud-Est, et en particulier la ceinture équatoriale de l'Asie du Sud-Est.
De ce côté-ci de la planète, comme l'a évoqué Anne tout à l'heure, on connaît en général ce fruit pour son odeur incommodante. J'emploie un mot relativement neutre, mais si vous tapez durian sur Internet ou si vous vous renseignez, vous verrez qu'on emploie énormément de superlatifs beaucoup plus suggestifs que cette idée d'incommodante. Mais en Asie du Sud-Est, et je dis bien dans toute l'Asie du Sud-Est, sans beaucoup d'exceptions, l'odeur n'est qu'une histoire extrêmement secondaire. Et ce fruit est tout simplement adoré. Très souvent, les gens le qualifient même de roi des fruits. C'est le cas en particulier en Malaisie, où j'ai travaillé, je l'évoquerai, mais aussi en Thaïlande, le pays voisin, que j'évoquerai aussi, mais plus rapidement. C'est aussi le cas, cela dit, en particulier en Indonésie, à Singapour, au Cambodge, au Vietnam, aux Philippines, et j'en oublie nécessairement. Donc au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce fruit pour son odeur, en bonne occidentale, si j'ose dire, donc j'ai essayé de m'intéresser à son odeur. Mais très vite, je me suis rendu compte que cette odeur n'était d'une part pas si terrible et qu'elle m'empêchait finalement de m'intéresser à l'immense diversité d'histoires dans lesquelles le durian était pris localement dans toute l'Asie du Sud-Est, comme je vous le disais. Donc pour vous donner une idée, mais très générale, le durian serait un peu à la Malaisie ce que le vin est à la France. C'était donc extrêmement suffisant, ou les fromages d'ailleurs, puisque si on fait référence à l'odeur, mais c'est donc extrêmement suffisant de ma part que de m'en tenir à cette question de l'odeur, sans m'intéresser à cette extraordinaire richesse et diversité. J'ai donc commencé à m'intéresser au durian par un travail qui portait sur le nord de la Malaisie, qu'on voit un petit peu ici, où il y a beaucoup de plantations, non loin de la frontière thaïlandaise. Et à l'époque, j'en ai déduit, a priori, 2 grandes observations, du temps donc, que j'ai passé sur place à explorer un peu la zone, 2 observations que je vais maintenant vous résumer. La première a trait à un contraste entre la Malaisie et la Thaïlande, donc 2 pays frontaliers, un contraste dans le niveau de diversité. Et j'entends diversité au pluriel, c'est un terme, donc je mets au pluriel. Ce que j'observais en effet, et pour peu qu'on se place à une échelle générale, c'était du côté malaisien une très grande diversité variétale de durian, notamment, mais aussi, par exemple, une grande diversité de techniques, de pratiques associées, une grande agrobiodiversité en général, et une importante diversité de tailles, de types d'unités de production, de cultures liées au durian. En Malaisie, il y avait des durians dans les cours des maisons, comme il y avait des pommiers ou des poiriers avant en France, mais il y en avait aussi dans un très grand nombre d'exploitations de toute taille, et sur tous ces points, le contraste était vraiment saisissant avec la Thaïlande voisine. Alors, il va de soi que je raisonne ici en termes généraux, car il y avait aussi des similitudes entre les 2 pays, mais dans l'ensemble, les diversités thaïlandaises associées au durian étaient beaucoup moins importantes à tous les niveaux. Ce contraste, il m'a d'autant plus intéressé que la Malaisie et la Thaïlande, ce sont 2 pays extrêmement modernes, tous les 2 dotés d'agriculture très développée. En Malaisie, peut-être, vous avez, par exemple, et vous en avez peut-être entendu parler, des dizaines de milliers d'hectares uniformément consacrés aux palmiers à huile et qui sont gérés de façon extrêmement rationnelle, mécanisée, extrêmement moderne. Donc 2 pays comparables, si vous voulez, sur le plan du développement de l'agriculture et du développement, on pourrait dire, en général, mais donc ce contraste vraiment flagrant dans le domaine particulier, spécifique du durian, en termes de diversité au pluriel, et donc aussi inclut biodiversité. Je sais qu'il y a beaucoup d'écologues, de géographes parmi vous. Donc ça, c'était, si vous voulez, ma première observation. Et donc j'en viens maintenant à ma deuxième observation, qui va vous paraître un peu décalée au départ, mais vous allez voir qu'elle n'est pas tant que ça, qui était tout aussi étonnante, mais peut-être plus déroutante encore, dans toute la Malaisie, et donc j'insiste sur l'idée que c'est toute la Malaisie qui était concernée, tout le pays, les gens ne ramassent jamais les durians sur l'arbre. Ils ne récoltent jamais les durians, ils attendent que les fruits tombent. Cela vaut pour les durians que l'on trouve dans les jardins à l'arrière des maisons. Quand les gens ont un arbre à durian dans leur jardin, ils ne ramassent jamais les durians, ils attendent qu'ils tombent. Donc les arbres familiaux, aussi bien que pour les fruits, les durians dans les exploitations de très grande taille, voire même celles que nous qualifierions peut-être de prime abord de modernes. Donc nulle part, les Malaisiens ne ramassent les durians sur l'arbre, ils attendent toujours que les durians tombent. Ce sont aujourd'hui les seuls dans la région à s'imposer cette exigence. Là, je vous ai mis quelques plantations de durian, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors évidemment, attendre que les fruits tombent pour les commercialiser, pour les consommer, cela pose a priori d'innombrables problèmes.
Le durian, quand il tombe, il est à maturité, il est même dans un état de maturité avancé. Il ne peut plus être conservé, ou quasiment plus. Il est globalement beaucoup plus fragile. Il va donc falloir très vite l'écouler. La durée de vie du fruit, c'est à peine quelques jours, voire même 48 heures, 72 heures à ce moment-là. Le transporter, il va falloir le transporter donc très vite, le vendre. Il va falloir aussi lui trouver un marché donc et des débouchés. En pratique, ça fait que les durians malaisiens sont très peu exportés au-delà de la péninsule malaisienne. Ils sont principalement écoulés localement dans le rayon que, disons, une voiture, un camion est capable de couvrir dans la journée. Singapour, qui se situe à l'extrême sud de la péninsule, on voit ici Singapour, est ainsi l'un des principaux débouchés à l'export des durians malaisiens qui sont pourtant extrêmement appréciés dans toute la région. Mais bien entendu, c'est dans les plantations que le problème se pose en tout premier lieu, parce qu'attendre que les fruits tombent, ça veut dire que l'on doit leur réserver un traitement individualisé. Il faut surveiller les arbres en continu, et il faut payer tout simplement des gens pour les surveiller, pour regrouper les fruits, pour les trier, pour les expédier. Et cela se traduit également sur la forme du marché lui-même, qui est un marché sans stock. Si certains d'entre vous sont sensibles à l'économie, c'est un marché sans stock, on ne peut pas conserver. Donc c'est un marché en flux tendu où les cours varient de façon journalière. Pendant la saison des durians, les prix varient ainsi au jour le jour en fonction de ce qui est tombé la nuit précédente. Ils sont en quelque sorte indexés sur les fluctuations donc des arrivages de fruits, mais donc aussi sur les fluctuations climatiques, parce qu'il suffit qu'il y ait un coup de vent dans la nuit, et vous allez faire tomber plus de fruits insuffisamment mûrs, vous allez faire baisser les fruits, et donc les fruits de la journée d'après seront de moins bonne qualité, et les prix vont baisser. Enfin, laisser tomber les durians limite la taille des exploitations, et le niveau d'industrialisation, je dirais. Parce que vous ne pouvez pas, en laissant tomber les fruits, jamais tout à fait, en tout cas, mécaniser le ramassage, ce qui est la base quand en agriculture, vous êtes limité dans le traitement technique, un traitement technique de masse. En bref, si je résume un peu, laisser tomber les durians, ça ne semble pas très rationnel d'un point de vue économique, ni plus généralement d'un point de vue agronomique, d'un point de vue technique, etc. Voilà. Pourtant, si l'on approfondit la compréhension, on aboutit à deux nouvelles observations qui sont très importantes. D'une part, en effet, et ce n'est pas si étonnant que cela pour des anthropologues en tout cas, les Malaisiens ne voient pas du tout les choses de cet œil-là. Quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils laissent tomber les durians, jamais ils ne disent que c'est un choix irrationnel. Au contraire, même, ils, elles, ont toujours de bonnes raisons à donner. Certains vous diront très simplement que les fruits sont meilleurs quand ils tombent parce qu'ils sont à maturité, et c'est vrai, en termes de niveau de sucre, les fruits tombent, ils sont à maturité, ils sont meilleurs. Et ma foi, c'est une excellente raison. D'autres vous diront que c'est plaisant d'attendre que les durians tombent parce que l'attente augmente in fine la satisfaction quand les fruits arrivent enfin. La saison des durians en Malaisie, c'est une saison qu'on attend, comme on attendait peut-être autrefois le temps des cerises ou ce genre de choses-là. Mais aussi donc parce que, vous diront les gens, on n'attend pas tout seul les durians quand on est dans les plantations. En général, on les attend entre amis, on les attend en famille. L'attente est un moment social éminent. Et c'est un motif en Malaisie extrêmement central de la culture malaisienne au sens large. Comme la consommation d'ailleurs. Les gens ramènent parfois des durians chez eux pour les manger seuls ou en famille, mais à la saison, c'est extrêmement rare. La plupart du temps, ils vont manger des durians au moment où ils arrivent et qui sont les plus frais possibles à la sortie du travail. Les gens se réunissent pendant toute la saison des durians et vont manger des durians à la sortie du travail. Cela fonctionne un peu comme l'apéritif chez nous, les moments entre amis, simplement ça ne dure qu'une saison. Et même un peu plus d'ailleurs, notamment dans les villages. Les villages, traditionnellement, le moment de la fructification des durians dans les villages est aussi, aujourd'hui encore, celui que les familles choisissent pour se réunir. Donc les gens qui travaillent à la ville vont prendre des vacances, y compris pour venir manger les fruits dans le village. Et donc ce moment de réunion familiale, comme nous on ferait pour une fête de Noël, bon ben là c'est la maturité des fruits des arbres du village fait que les gens se déplacent pour venir les manger au village. Enfin, on entend souvent que, de la part des Malaisiens, il faut laisser tomber les durians parce que sinon les arbres ne produiraient plus. Les gens disent que cet arbre, à durian en particulier, a beaucoup de caractère, qu'il est capable de décider lui-même, par exemple, sur qui il laisse ou non tomber ses fruits, et qu'en général, il ne laisse pas tomber ses fruits sur les personnes vertueuses. Ils disent aussi que les arbres à durian sont très liés à leur propriétaire et qu'ils peuvent même mourir avec lui ou avec elle. Quand le propriétaire d'un arbre à durian meurt, son arbre dépérit dans les années qui suivent. C'est bien connu.
En tout cas, c'est un arbre qu'il faut respecter et je reviendrai en conclusion sur ce que j'ai appelé dans mon petit résumé cette raison animiste. Mais je voudrais auparavant évoquer aussi une deuxième sous-observation. Il se trouve en effet que l'on peut relier les diversités que j'ai évoquées qui sont associables au durian en Malaisie à ce choix particulier de laisser tomber les fruits. Je serai nécessairement un peu trop bref pour vous expliquer tous les ressorts de cette histoire, mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'en laissant tomber le fruit, tombe, il reste suspendu et on vient le détacher au niveau du tronc. Les arbres sont souvent beaucoup plus hauts que sur l'image qu'il y a là, donc ils font parfois jusqu'à 30-40 mètres de haut. Certainement des jardiniers, des jardinières qui parlent à leurs plantes. Et dans les vignes, il se trouve que je travaille aujourd'hui dans les vignes sur des questions de vitiviniculture et j'ai aussi entendu parfois dire des gens, mais littéralement, les vignes ont une âme. Et qu'est-ce que ça veut dire que les vignes ont une âme? J'ai un jour demandé à un vigneron qui me disait ça. Et ce qui est ressorti de la conversation qui a suivi me paraît intéressant dans la perspective que j'ai développée ici, parce qu'au fond, le vigneron m'a dit un peu la même chose que les planteurs malaisiens de durian. Les vignes ont une âme parce qu'elles ont un caractère propre, quelque chose qui les singularise et qui est impossible à complètement circonscrire et donc à rationaliser. Bien sûr, on peut discipliner un peu les vignes, on peut les contrôler un peu, mais quand on fait le choix de ne pas trop le faire, il faut composer avec leurs humeurs au quotidien, leur imprévisibilité. La raison animiste, en ce sens, c'est ce qui permet cette composition pratique, quotidienne. Et c'est de toute évidence une raison donc pratique. Mais l'exemple du vin, il va me permettre aussi de mettre plus largement en perspective le cas du durian. Parce qu'en matière de vitiviniculture, je me suis intéressé en particulier à des viticulteurs et des viticultrices, comme Anne l'a dit tout à l'heure, qui ont choisi de ne plus mettre de soufre dans leur vin. Alors le soufre, c'est un conservateur, vous le savez certainement, c'était un miracle dans l'histoire quasiment de l'alimentation d'arriver à maîtriser le soufre comme on l'a fait à la fin du 19e siècle, un conservateur, un stabilisant et un antiseptique extrêmement puissant. En choisissant de ne plus mettre de soufre dans leur vin, ces viticulteurs et ces viticultrices, elles font un peu comme les Malaisiens qui laissent tomber les durians. Elles introduisent de la contingence et de l'incertitude dans l'ensemble du système, ce qui change absolument tout. Et je vous le dis, quand ils ont commencé à enlever du soufre dans le vin, on leur a dit c'est complètement irrationnel, vous êtes complètement fou de faire ça. De toute évidence, ça paraissait irrationnel à tout le monde. Ce que moi j'ai pu observer par ailleurs, et presque par conséquent, c'est que dans le cas des vins sans soufre, comme dans le cas des durians, la différence qui se fait jour quand on enlève le conservateur s'accompagne d'une large diversification, qui là aussi est à la fois agronomique, variétale, technique, commerciale, et on imagine à nouveau ces vins qui sont difficiles à conserver, ils vont devoir être commercialisés différemment, ils vont devoir être... ils ont beaucoup moins de durée de vie, si vous voulez, donc tout va changer. Ils vont demander aussi beaucoup plus d'attention à la cave, puisque sans cet outil qui permet de les contrôler, de les stabiliser, il va falloir être beaucoup plus attentif, notamment pendant les périodes de fermentation. Cette diversification, elle contraste très nettement avec l'organisation moderne de la vitiviniculture, qui date en réalité, dans sa grande majorité, de la fin du 19e siècle, même s'il y a des signes avant-coureurs qui datent de l'Antiquité, on pourrait le dire, mais la massification du traitement moderne de la viticulture, elle date, comme pour beaucoup de choses, de la fin du 19e et du 20e siècle. Mais donc, contraste très nettement avec l'organisation moderne de la viticulture, parce que l'organisation moderne de la viticulture, finalement, elle subordonne les végétaux et les environnements aux objectifs de production, si vous voulez. Dans le cas des vins sans soufre, comme des durians qu'on laisse tomber, c'est un peu le contraire. On subordonne les objectifs de production au rythme des fruits et des arbres. Donc il y a un renversement, il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport extrêmement différent. Dans les deux cas, en tout cas, le changement vient d'une différence qui est assez infime en réalité, si vous regardez, et qui bouleverse tout. Dans les deux cas aussi, et c'est fondamental à mon sens, cette petite différence technique est associée dans l'ensemble à une plus grande diversité variétale, biodiversité,
culturelles, techniques, etc. C'est pourquoi je disais dans mon résumé que l'on pourrait s'inspirer de la raison animiste. En tout cas, on pourrait regarder dans la direction que pointe la raison animiste plutôt que de s'arrêter, comme on le fait encore beaucoup trop souvent, au doigt qui pointe la direction pour dire qu'il est mal orienté et que l'animisme est irrationnel. Quand le sage montre la lune, c'est bien la lune qu'il convient de regarder plutôt que le doigt. Dans les cas que j'ai évoqués, la lune, ce sont simplement des pratiques qui sont au sens propre, plus respectueuses de l'environnement, plus respectueuses parce qu'elles composent avec les spécificités écologiques, physiques, physiologiques, biologiques de l'environnement, plutôt que de les nier a priori ou d'essayer de les annuler. Par ailleurs, et je le répète une dernière fois, il semble que ces pratiques tendent à favoriser plus ou moins directement le déploiement des diversités. Elles favorisent ce que Claude Lévi-Strauss appelait le fait de la diversité. Je reprends ici ces mots très beaux de Claude Lévi-Strauss dans un passage de Race et Histoire où c'est d'ailleurs, et comme souvent, un Claude Lévi-Strauss plutôt animiste qui s'exprime. Et je terminerai en lisant avec vous ce passage où il dit « C'est le fait de la diversité qui doit être sauvé. Non le contenu historique que chaque époque lui a donné et qu'aucune ne saurait perpétuer au-delà d'elle-même. Il faut donc écouter le blé qui se lève, encourager les potentialités secrètes, éveiller toutes les vocations à vivre ensemble que l'histoire tient en réserve. Il faut aussi être prêt à envisager sans surprise, sans répugnance et sans révolte ce que toutes ces nouvelles formes sociales d'expression ne pourront manquer d'offrir d'inusité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mariani, pour cet exposé tout à fait qui nous fait penser, remuer. On en parlera tout à l'heure, je pense. Et je donne la parole tout de suite à Monsieur Charles Stefanov. Pardon. Vous voulez vous asseoir, bien sûr. À Monsieur Stefanov. Les éleveurs de rennes, Toshu, c'est ça, Tozu, densifier les réseaux après la fin de la modernité. Je vous remercie, je vous donne la parole. Merci bien, Madame la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs. Merci à Madame Fournier pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici parmi vous et de prendre part à cette séance passionnante sur les rapports entre système de pensée traditionnel et modernité. Comme ont pu vous le montrer, les exposés de mes deux collègues anthropologues en anthropologie, on va tâcher d'aborder la modernité pas simplement comme une époque, la contemporanéité, quelque chose qui advient comme résultat d'une histoire, d'une évolution inéluctable des sociétés humaines. On voit la modernité comme finalement une cosmologie parmi d'autres, un rapport au monde qui peut être comparable à l'animisme, au totémisme, à d'autres systèmes de pensée. Et c'est même par l'enquête de terrain, dans des systèmes non modernes, extra-modernes, anti-modernes, qu'on va mieux comprendre en retour ce que c'est que la modernité. Je vais vous parler du mode de vie des éleveurs de rennes Toju. C'est ça qu'on commande. Les éleveurs de rennes Toju et donc la façon dont ils densifient les réseaux. Je vous montrerai ces réseaux de liens multifibres à des espèces animales et végétales de leur milieu vivant après la fin de la modernité. Puisque la modernité a un début, plusieurs débuts en fait différents à travers le monde et elle peut s'achever. Alors, mes enquêtes de terrain, je les ai menées chez les Tuva, que vous voyez ici en Sibérie du Sud, au nord de la Mongolie. La République de Tuva est divisée en plusieurs zones écologiques, des zones de steppe, de montagnes steppiques, montagnes boisées. Et là, je vais vous présenter en particulier un groupe parmi les Tuva qui sont les Toju, qui vivent dans la taïga, donc la forêt septentrionale, et qui vivent de chasse-cueillette, pêche, donc un mode de vie traditionnellement fondé sur des ressources sauvages, avec un élevage d'appoint. Donc voici des vues du début du XXe siècle, montrant le mode de vie des Toju. Il y a eu quelques voyageurs qui les ont visités et qui ont décrit leur mode de vie fin 19e, début 20e siècle.
Donc un mode de vie nomade, ça peut vous faire penser à des tipis. Hein. Ce sont des tentes coniques, on n'est pas en Amérique du Nord, on est bien en Sibérie, proche de la Mongolie. Ces tentes sont toujours utilisées par certains groupes, notamment les Tsatan, vous avez peut-être entendu parler de ce petit groupe qui sont des Toju, qui ont migré en Mongolie au moment de l'instauration de la collectivisation soviétique. Je vais en parler tout de suite. Voilà, donc les rennes sont utilisées traditionnellement pour la monte, le bas. Donc pour le transport, ce sont des animaux utiles comme animaux vivants pour le travail et également pour la nourriture, pour le lait. Les femelles sont traites pendant une assez courte période, printemps, début de l'été. Mais l'usage n'est pas pastoral dans le sens que le but n'est pas de produire de la viande. C'est tout à fait exceptionnel qu'il y ait une consommation de la viande. Et puis il y a eu, à partir des années 1930, un régime de type stalinien qui s'est mis en place, et puis en 1944, une incorporation de la République souveraine de Touva à l'URSS. Hein. C'est peu connu sur le plan de la géopolitique, on n'a pas beaucoup parlé, ça n'a pas été négocié à Yalta, c'est une annexion discrète de cette République qui avait quand même ses timbres, alors pour les collectionneurs c'est des raretés. Et elle est devenue une république autonome, c'est toujours actuellement une république autonome avec un président de la République, un parlement au sein de la Fédération de Russie. Donc à partir des années 50, vous avez la mise en place de la collectivisation, la sédentarisation forcée dans des villages que vous voyez ici. Vous voyez ici, là c'est désormais des vues que moi j'ai prises dans les années 2010, de la capitale, Kyzyl, avec des maisons type Izba en bois et puis des bâtiments plus modernes, et tout ça se passe sous la conduite de Staline, toujours présent aujourd'hui. Pardon, le Lénine, on parlait de Staline, ça m'a embrouillé, mais c'est ici la statue de Lénine qui montre l'avenir, le bras droit levé. Donc beaucoup de souvenirs de l'époque soviétique, ça reste très présent, c'est même réhabilité, comme vous le savez actuellement, à travers la Russie, puisque le drapeau rouge est de nouveau intégré dans l'armée russe. Alors donc une entrée dans la modernité dans les années 1950, avec collectivisation du bétail, des kolkhozes, donc des fermes collectives, les gens deviennent des salariés, ils sont regroupés, donc au lieu d'avoir des petits troupeaux de 10-20 rennes, on va avoir des troupeaux de plusieurs centaines, voire milliers de rennes, et puis une surveillance 24 heures sur 24 du troupeau, dans le cadre d'une réflexion zootechnique, par les zootechniciens, les agronomes russes, qui introduisent des méthodes occidentales rationalisées, puisqu'il s'agit d'améliorer la productivité de l'élevage en viande. Alors, ça fait un bouleversement total, puisque, comme vous avez compris, cet élevage n'était pas bouché, il devient un élevage bouché destiné à l'exportation de la zone pour nourrir le front de colonisation soviétique, de colonisation de ces espaces supposés vierges et inexploités de la Sibérie. Donc il faut faire des villes, du chemin de fer, déplacer des populations, et il faut les nourrir, et on va les nourrir avec de la viande de renne. Donc on met au travail les peuples autochtones, et notamment les femmes. On considérait qu'elles ne travaillaient pas puisqu'elles étaient dans une économie domestique, donc il faut les amener au travail dans les villages, dans les écoles, à l'usine. Donc une marchandisation du travail, qui n'était pas marchand sous la forme du salariat, et une marchandisation de la nature, avec une division sociale du travail, une spécialisation en différents métiers qui va remplacer un système fondé sur la division sexuelle du travail, la division dans une société traditionnelle des tâches entre les hommes et les femmes, la chasse plus spécialement réservée aux hommes, les tâches d'élevage, de traitement du lait plus spécialement réservées aux femmes dans l'économie traditionnelle. Tout ça est complètement restructuré. Avec donc une disqualification des modes de vie traditionnels, des savoirs aussi, notamment tous les savoirs écologiques, les savoirs liés à la forêt, au mode de vie, aux animaux et aux techniques d'élevage, remise en cause des traditions, interdiction en fait, évidemment des traditions religieuses, chamaniques. Tout ça est remplacé, en fait, c'est un phénomène de conversion, dans ce sens qu'il faut bien voir la modernité comme pas simplement quelque chose qui advient, comme le temps qui passe, c'est quelque
quelque chose de dynamique, de volontariste, une politique dirigée par l'État de convertir, donc une lutte explicite contre l'animisme, dénoncé effectivement comme tel, comme une vision archaïque du monde qui empêche le progrès de ces peuples qualifiés d'arriérés, d'archaïques, et qu'il va falloir rééduquer par l'école, donc de façon militaire, hein, bien souvent, l'armée est venue prendre les enfants sur les campements, ils ont été mis de force dans des villes, séparés de leur famille, donc il y a beaucoup de traumatismes qui ont été révélés dans les années 90 par ces peuples autochtones, par des artistes, des écrivains, des cinéastes, sur ce traumatisme d'être arraché à la famille, à la steppe, à la forêt, de découvrir pour la première fois une maison, un escalier, d'être forcé à s'asseoir pendant des heures. Pour nous, c'est très habituel, personne n'a l'air de souffrir ici, mais pour des enfants qui ont grandi dans la steppe ou la taïga, c'est une brutalité physique, l'incorporation de nouvelles techniques du corps. Voilà, donc une conversion mentale. Il y a eu des abattages organisés par les instituteurs communistes d'arbres sacrés. On emmenait les enfants tronçonner ou frapper à la hache des arbres. Les enfants racontent qu'on les entendait pleurer, les arbres, c'est terrible. L'écrivain Tuva Gelsen Chinag, si ça vous intéresse, c'est un écrivain Tuva né en Mongolie. Ses ouvrages sont publiés en français. Les romans, Le Monde Gris, L'Éternel Ciel Bleu, et il raconte son expérience de petit enfant né dans la yourte et comment ils sont rééduqués à l'école en Mongolie par les instituteurs mongols et les slogans qu'on leur faisait apprendre, il ne faut pas regarder la nature les bras croisés mais percer ses reins pour l'exploiter. C'est très explicite, vous voyez, comme conversion. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la modernité. Ça rejoint en fait ces définitions de la modernité qu'on a chez des anthropologues, philosophes comme Bruno Latour et Philippe Descola, à savoir, une définition un peu philosophique de la modernité, c'est ce temps où des sociétés humaines construisent leur rapport au monde sur la base d'une séparation entre ce qu'ils vont appeler d'un côté la nature et de l'autre côté la société, la nature étant des ressources matérielles qui peuvent être exploitées, et la société, le domaine de la pensée, de la socialité, et de la culture. Alors, cette modernité, eh bien, les Tuva en ont vu la fin. Ça vous fait... Pardon ? La Sorbonne, non, pas encore. Ce sont des grandes usines, des entrepôts, des étables, des stabulations pour les animaux dans le cadre de l'industrialisation et de la modernisation agricole de cette République de Tuva. Et à chaque fois que je le pouvais, je passais un peu de temps aussi pour photographier ces lieux qui étaient assez déserts et finalement pas tout à fait déserts. Il y a des gens qui vivaient là-dedans parce qu'ils cassaient à la masse le béton pour récupérer les fers à béton. C'était devenu une ressource économique pour des ferrailleurs. Donc là, on a vraiment vous voyez, une situation de gens qui vivent dans les ruines du communisme, en l'occurrence, l'expression d'Anat Singh, vivre dans les ruines du capitalisme, mais c'est un peu métaphorique, là c'est très réel, c'est dans les ruines du communisme. Vous avez encore l'inscription Slava Trudu, gloire au travail, vous promenez dans ces lieux, vous avez des slogans sur le plan quinquennal. Et quand ça a été construit, quand j'ai fait les photos, c'était dans les années 2010, quand j'étais en thèse sur le terrain. Donc, il y avait eu voilà, l'industrialisation, l'exploitation vantée. Vous avez des films du Parti communiste français sur Tuva dans les années 60 qui vous montrent comment les communistes amènent à la modernité un peuple autochtone grâce à l'exploitation de l'amiante. Bon, ça fait un peu froid dans le dos maintenant. Et beaucoup de gens, effectivement, étaient contaminés là-bas par l'amiante, ces mines d'amiante à Tuva. Et puis du côté agricole, c'était sous Khrouchtchev, l'introduction des grandes cultures de maïs, par exemple, en Sibérie. Tout ça dans l'idée de mettre au travail une terre et des gens qui ne travaillaient pas jusqu'à présent, puisqu'ils ne produisaient pas de valeur exportables, commercialisables. Ils étaient dans ce que les zootechniciens appelaient un mode de vie
naturelle et poétique. Donc voilà, chute du régime soviétique, ça veut dire pour les gens localement disparition des réseaux étalés, ces grands réseaux économiques d'exportation, de subventions dans lesquels ils étaient incorporés par la monnaie tout simplement. Donc la monnaie perd sa valeur tout d'un coup, le rouble ne vaut plus rien, l'infrastructure, l'électricité ne marche plus, cette expression, les lumières se sont éteintes dans les années 90 et les esprits sont revenus. On raconte ça en Mongolie ou en Sibérie du Nord. Fin de ce système de réseau étalé. Et pour beaucoup, c'était un retour à la forêt. Donc le mode de vie de chasse-cueillette, c'est pas quelque chose d'archaïque, c'est quelque chose d'assez récent pour beaucoup de populations, des villages sibériens. Pour pouvoir se nourrir, il a fallu en fait repartir, comme les gens me disaient, sur les pistes, les sentiers des ancêtres, réinvoquer les esprits, réapprendre les savoirs traditionnels, savoirs écologiques. Voilà. Ces savoirs qui étaient réputés archaïques, évidemment, à l'époque soviétique, qui étaient disqualifiés, donc que certains cancres, ces mauvais élèves qui faisaient l'école buissonnière, ont maintenu parce qu'ils allaient chez leurs grands-parents un peu secrètement dans la forêt, continuer à les chasser, pêcher ou les aider à conduire les troupeaux. Tout d'un coup, ils sont devenus actuels. Et tout d'un coup, ces cancres, c'était ceux qui arrivaient à vivre. C'était ceux qui pouvaient nourrir des gens, nourrir des gamins, qui sont même devenus attractifs, puisque les gens des villages leur envoyaient leurs enfants, leurs petits-enfants, en forêt l'été, en dehors de la période scolaire, pour qu'ils réapprennent ces savoir-faire qui étaient devenus indispensables. Et en revanche, les cours de marxisme-léninisme, tout ça, bon, c'était plus tellement intéressant. Tous ces savoirs modernes sont devenus dépassés. On a eu un phénomène de redensification des réseaux. Je vais vous montrer maintenant par l'observation. Donc ça, c'était voilà, le genre de tente utilisée. L'alimentation qui vient beaucoup, comme je vous disais, de la chasse, de la pêche, principalement. Alors, c'est pas en autarcie non plus. Hein, ils ont ils chassent de la zibeline, hein, et pas que la chasse pour la viande, ils chassent pour la zibeline, qui est depuis très longtemps une chasse commerciale et qui permet de faire des échanges. Donc, on vend les fourrures de zibeline, et ils me disaient souvent, oh là là, pourquoi vous les occidentaux, vous n'aimez plus les fourrures de zibeline? C'est quand même nos seules ressources. Et en les vendant, bon, souvent à vil prix, il faut bien dire, parce qu'il y a des trafiquants qui prennent beaucoup de commissions ensuite, jusqu'à ce que ça arrive à la Samaritaine, je suppose. Et en échange, bon, ils reçoivent un peu d'argent qui leur permet d'acheter de la farine, par exemple, de faire cuire du pain, d'acheter des nouilles, voilà, de diversifier l'alimentation. Donc une alimentation quand même basée pour les protéines entièrement sur la faune sauvage de la forêt. Un exemple, la chasse à l'ours. La chasse à l'ours, qui est très très particulière. L'ours, c'est vraiment l'animal dominant, le seigneur de la forêt pour les gens. Il est considéré comme très intelligent, il comprend ce qu'on dit, donc on doit utiliser des euphémismes de chasse. Quand on va à la chasse à l'ours, on ne va pas dire « et allons à la chasse à l'ours », surtout pas, on va dire « allons prendre du thé chez le grand-père ». Le grand-père, c'est l'euphémisme de chasse, le grand-père maternel qui définit l'ours. On dit qu'il est tcharkulaktuk, c'est-à-dire qu'il a des oreilles dans la terre, il entend par la terre et il comprend ce qu'on dit. Donc les gens, même à distance de la forêt, ne vont pas parler en mal de l'ours, ne vont pas se vanter d'avoir tué des ours, sinon ils vont dire l'ours va se venger sur toi ou sur ta descendance. Donc c'est ritualisé, on lui parle avant de le tuer en tanière, on le réveille, il y a une confrontation, puis on lui dit tout doux, nous sommes venus te rendre visite, ne fais pas trop de bruit. Et ensuite, il y a une utilisation de sa chair, sa graisse, la peau, et puis le crâne. On parlait de l'âme des animaux, hein, ou des végétaux. Eh bien, les ours se voient attribuer une âme. Cette âme, elle reçoit un traitement funéraire sous la forme du crâne suspendu dans un arbre, et on s'adresse à l'âme en lui disant « tu vas renaître, tu renaîtras au printemps prochain », sous la forme d'un ourson. Donc là, c'est un chasseur à dos de renne avec un chien pour aller à la chasse aux rennes sauvages. Donc, vous voyez qu'en fait, on est revenu
au mode de vie que je vous montrais illustré, qui était très bien décrit dans les années 1900-1920. L'élevage bouché introduit par les soviétiques n'a pas duré longtemps, parce qu'en fait, ça créait des problèmes d'épizootie, des maladies chez les rennes qu'on regroupait en trop grand nombre. Il y avait du surpâturage, du piétin, et donc des mortalités tragiques parmi les animaux. Et puis le système par division du travail, les zootechniciens, les vétérinaires ont tous disparu, donc les gens doivent se débrouiller par eux-mêmes. En fait, on sont réappropriés ce mode de vie fondé sur un petit élevage pour le transport. Voilà, avec un élevage où on ne surveille pas les animaux, on ne les affourage pas, on ne les défend pas contre les loups, c'est impossible. On va plutôt choisir des lieux où il y aura moins de loups en fonction de l'épaisseur du manteau neigeux. Donc un principe d'autonomie en fait dans cet élevage. On cherche à se rendre attractif pour les rennes, compter sur la cognition des rennes et favoriser la hiérarchie interne. Donc on va se rendre attractif en distribuant du sel. Dès que les rennes sont de retour sur les campements, puisqu'on ne va pas les chercher, on ne les surveille pas, il n'y a pas d'enclos, comme je vous disais. S'ils reviennent, c'est pas pour trouver à manger, puisqu'ils se nourrissent par eux-mêmes de lichen dans la forêt, mais par gourmandise, pour recevoir quelques grammes de sel, des caresses, et puis pour la sécurité aussi, parce qu'il y a quand même moins de prédateurs autour des campements. Voilà, il y a l'urine aussi, les pissotières qui sont organisées spécialement pour que les rennes puissent récupérer le sel qui est dans l'urine humaine. Voilà, une meneuse, donc ce que j'évoquais, on utilise la hiérarchie interne au troupeau. Plutôt que de gardienner les rennes par des bergers, on utilise l'autorité de rennes femelles, des grands-mères, qui connaissent les itinéraires, les lieux de pâturage et qui reviennent régulièrement sur les campements. Voilà, donc ça c'est un itinéraire de nomadisation tel que je l'ai relevé et ici mis au propre. L'itinéraire de nomadisation, il était dessiné par les zootechniciens à l'époque moderne, on va dire, soviétique. Et donc les gens obéissaient en fait à des dessins, à un emploi du temps conçu par des techniciens, et ils l'ont modifié quand ils ont repris leur indépendance pour s'adapter à l'intelligence et aux habitudes des animaux, puisqu'ils sont plus désormais dans une coopération avec les animaux, une division du travail entre humains et animaux et les esprits, plutôt qu'une division du travail entre vétérinaires, zootechniciens et exécutants. Voilà. Et dernier élément, le renne blanc consacré, une institution animiste, religieuse, qui consiste à consacrer un renne du troupeau aux esprits pour être un intermédiaire de communication avec les esprits et qui est réputé veiller sur la communauté hybride, puisqu'il veille sur le troupeau et les humains en même temps, sur cette communauté hybride interespèce. Voilà, donc pour conclure, on a beaucoup à apprendre certainement de ces populations autochtones étudiées par les ethnologues. Une collègue, Nastasia Martin, qui travaille en Amérique du Nord et en Sibérie également, dit que les peuples autochtones du Nord en particulier sont aux avant-postes de ce qui est en train de se passer pour nous tous, à savoir le réchauffement climatique, puisqu'il est beaucoup plus intense et brutal dans les zones arctiques et subarctiques que dans les zones tempérées dans lesquelles nous vivons. Donc en fait, ils vivent ce que nous allons vivre bientôt, peut-être. Ils sont exposés, ont connu des crises systémiques, l'effondrement de l'État, en l'occurrence, dans le monde communiste, les problèmes sanitaires qu'on a connus un petit peu avec le Covid. Voilà, donc un effondrement, un affaissement des réseaux étalés globaux et une capacité de résilience dans la redécouverte de savoirs locaux sur lesquels sont fondées des résonances de liens multifibres avec un milieu vivant qui est fondé sur une intelligence écologique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces trois
3 exposés tout à fait passionnants. Je pense qu'on tirera quelques questions à la fin, peut-être, sur la méthodologie, finalement, pour aborder la recomposition du monde. Cette recomposition des savoirs traditionnels, des chemins à retrouver. Je vous en remercie, mais je ne voudrais pas priver nos consoeurs et nos confrères, ceux qui vont vouloir peut-être poser des questions. Est-ce que vous voulez venir ici, Madame Fournier, pour que vous puissiez donner peut-être la parole aux uns aux autres, animer un débat qui va certainement s'instaurer. Je vous en remercie. Ceux qui veulent poser des questions, échanger, c'est le moment, et je vous donne bien sûr la main là-dessus. Merci beaucoup. Qui se lance? Monsieur. Je m'appelle Béramadi numéro 2, je suis du Tchad. Je vis au Canada. Et il y a 6 mois à peu près, j'avais... L'Harmattan a publié un de mes livres sur les Sahara qui vivent au Tchad. C'est le docteur Anne Fournier qui a fait la critique de ce livre-là. Le titre du livre, c'est L'histoire des Sahara du Tchad. Donc j'étais bien content de savoir que l'Académie des sciences d'outre-mer s'intéresse à ce qui se fait dans les pays ou les anciennes colonies. Et j'ai tenu à être présent à ces présentations-là. Donc, je vais donner quelques points de vue. D'abord sur l'initiation au Burkina présentée par le docteur Fournier. Au Tchad aussi, on a l'initiation. Mais oui. À ce que je vois, l'initiation telle que présentée par Dr Fournier paraît être un peu ce qu'on appelle mythologie de création. C'est-à-dire comment une société est créée. Tandis qu'au niveau du Tchad, l'initiation est une espèce de mode d'organisation de la société. Donc, l'accent est mis sur l'éducation pour que les jeunesses, que ce soit les jeunesses féminines ou masculines, puissent acquérir des comportements qui permettent à la société d'être stable. Donc, sur ce plan-là, je pense, dans un temps, je voulais rapprocher l'initiation du Tchad de l'initiation qui se fait sur les Sénés au Burkina, mais je me rends compte que ce n'est pas les mêmes objectifs. De toute façon, vous aurez l'occasion de venir nous en parler peut-être plus longuement, puisque, comme vous l'avez compris, c'est une séance un peu d'échange, de questions, mais ça sera tout à fait important d'avoir l'étude chez les Sahara, ça nous paraîtra tout à fait essentiel. Merci. Vous avez une question? Monsieur le Président, je voulais aussi parler de 2 autres conférenciers. En fait, on dit la pensée traditionnelle et on parle de modernité. Moi, il y a 2 jours, on discutait avec mon beau-fils, qui est français d'ailleurs. On parlait de la modernité. Nous, on parle de ce qui se passe depuis longtemps, depuis bientôt un siècle, et qui a des conséquences graves
sur l'humanité. Comme par exemple, vous parlez du changement climatique, mais le changement climatique, c'est encore rien. C'est l'intelligence artificielle qui va complètement changer le mode de vie de l'humanité. Il y aura beaucoup de gens qui ne trouveront pas de travail. Comme par exemple pour l'élevage de la reine ou ce que les soviétiques ont fait un peu de ces pays-là, en disant on va les moderniser, et puis bon, mais ils ont compris. Ils ont compris, c'est pour cela qu'ils ne suivent pas la modernité, mais ils retournent dans leur mode de vie traditionnel où tout le monde trouve du travail. Excusez-moi de vous interrompre. S'il y a des questions, et je pense que Madame Fournier va pouvoir faire le dialogue. Merci. Il y a bien sûr chez les CME aussi tout un aspect d'éducation. Là, j'ai présenté un angle des choses, mais bon, bien entendu, moi, je ne suis pas allée au camp d'initiation, mais il y a un camp d'initiation qui dure presque 3 mois pour les garçons. Et tout ça organise la société en classe d'âge, enfin en âge. Il y a une division sexuelle aussi, chacun à sa place. Et on apprend comment on doit se comporter, comment on doit vivre. Bien entendu, il y a une éducation et ça dure toute la vie en réalité, l'initiation. Chez les Boaba, chez qui j'ai travaillé aussi, ils pratiquent le Do également. L'initiation va durer toute la vie. On gravit les grades et on en apprend de plus en plus et on a un rôle différent dans la société. Donc ça ne se contredit pas du tout avec ce que vous connaissez, vous décrivez du Tchad. De toute façon, merci beaucoup Madame Fournier, mais je pense que justement notre ami, d'ailleurs il nous dira comment il est arrivé jusqu'à l'Académie, s'il a été sensibilisé, amené, mais vous aurez l'occasion de venir justement nous parler plus longuement de votre connaissance et de votre vision, de votre expérience. Dans ces domaines-là, je pense que c'est très important. Vous disiez que vous aviez une question particulière à poser à nos deux intervenants, à nos autres intervenants. Est-ce que c'est une question ou simplement c'est un échange sur la modernité? Peut-être qu'on le réservera là aussi pour d'autres circonstances. Je vous en remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Senu, non? Elle n'est pas là? Comme je ne la vois pas, parce que généralement je suis toujours, je vois rien au fond. Non. Non? Eh bien, moi, je vais poser une question. Oui, Madame de Vienne, je crois, avait un mot qui lui brûlait sur la... Je la voyais. Une simple remarque, quand vous avez parlé du haut et du bas, et ça, c'est quelque chose qui, personnellement, qui me hérisse, parce qu'il n'y a pas un haut et un bas. Il y a un ancrage de population qui sont dans un temps, et puis il y a d'autres éléments qui a été à stade de supériorité sur les autres, et on arrive aujourd'hui à des éléments d'interpénétration, de couches, où tantôt l'une joue, tantôt l'autre joue. Les capteurs sont les mêmes et ils ne se pensent ni traditionnels ni modernes, ils se pensent simplement en termes d'acteurs. Dans cette dialectique, pour moi, n'en est pas forcément une. Et je renvoie à l'ordre du monde. Vous avez tous vu le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Un des derniers éléments rituels qui vient d'être fait, évidemment, ce n'est pas diffusé chez les Occidentaux, ça les ferait grimper au rideau, mais quand vous regardez les données en Thaï, vous avez le rite fait par la princesse Sirindorn, sœur du roi, deuxième personnage du royaume, elle-même docteur en sciences de l'éducation, qui parle chinois, qui parle khmer, qui a fait des études de sanskrit, qui a enseigné l'histoire à l'académie militaire, donc qui est en phase avec toute série d'éléments de modernité. Qu'est-ce qu'elle a fait suite à ce conflit? Elle a reçu individuellement les commandants des régiments thaïs dont les troupes étaient intervenues à la frontière cambodgienne. Elle a rituellement donné des petits coffrets
avec des amulettes à redistribuer aux hommes. Et là, vous basculez dans un autre élément de rapport, d'autant plus que l'amulette en question, elle est faite d'amulettes antérieures broyées, et y compris de portions d'éléments qui viennent du corps physique du roi. Et donc, on bascule dans un autre schéma. Ce n'est pas antinomique de la modernité, ça ne les empêche pas d'utiliser les armes les plus modernes. Voilà, c'est un simple remarque. Alors, je vais juste dire un mot sur le haut et le bas. C'est comme ça que les gens me l'ont présenté. Je sais que dans beaucoup de sociétés africaines, les ancêtres et le créateur, il n'y en a pas toujours. Et les ancêtres, ils sont souvent en bas, plutôt dans la terre. Mais ça, c'est des détails, finalement. Hein. Il n'y a pas de localisation. On dit le ciel, on dit... mais voilà. Enfin, quand même, la pluie, elle tombe quand même d'en haut plutôt que de venir d'en bas. C'est juste parce que j'entends que Madame connaît la Thaïlande, alors je n'ai pas résisté au plaisir simplement d'amener une petite illustration. Évidemment, je pense que on est d'accord avec vous, mais je voulais quand même vous dire que la Thaïlande, précisément dans cette région, est un pays un peu particulier, qui n'a pas, pour le coup, subi ni la colonisation occidentale, ni non plus la violence communiste, ce qui est le cas au Laos. Alors, ce qui était intéressant, moi, je travaille au Laos avec ces élites communistes, notamment, anciennes élites communistes. Ils me disaient, certains d'entre eux me disaient, quand on a fait le pont, on interdisait à tout le monde l'animisme, c'était mal. C'était, je veux dire, les gens qui étaient animistes, il y avait rien de pire que l'animisme. Juste au-dessus, il y avait le bouddhisme, c'était vraiment pas terrible, mais l'animisme, il n'y avait rien de pire. Et il me disait, on allait quand même faire les offrandes au génie sous le pont, au cas où ça ne tienne pas, en tant que communiste. Mais c'est pour dire que d'une certaine manière, il n'y avait pas vraiment de séparation pour eux, et qu'ils allaient quand même nourrir les génies, mais que par contre, aux gens, ils leur interdisaient formellement, et que c'était très mal, et que cette violence l'animisme, c'est mal. Les Laotiens, ils en ont énormément souffert. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils regardaient le pays d'à côté, la Thaïlande, parfois avec envie. Une des raisons. La deuxième, c'était le fait que les Thaïlandais avaient encore un roi, justement une incarnation bouddhiste comme ça, divine. Mais donc à la fois pour le roi et pour cette liberté qu'ont su préserver les Thaïs, cette liberté animiste, qui est revenu au Laos, mais qui a mis 30 ans à revenir par la porte de derrière, un peu comme le disait Charles. Au départ, c'était extrêmement mal, mais les communistes ont lâché du lest, parce qu'y compris eux, effectivement, ils n'ont pas abandonné. Donc c'est vrai que c'est pas antinomique intrinsèquement, mais parfois il y a des régimes politiques, donc comme ça a été le cas dans l'exemple de Charles, mais moi aussi avec tous ces régimes communistes qui en fait ont été extrêmement violents vis-à-vis de ces... D'autres questions? Moi, je peux poser une question à Léo Mariani. Ces arbres qui pensent, qui ont des intentions, ça ne va pas plus loin, c'est juste ça? Ou derrière, il y a quand même aussi des êtres un peu plus définis? Pour ce qui concerne les arbres à durian, je dirais, entre guillemets, ça va pas plus loin, mais c'est déjà très loin, parce que en fait, c'est toute une histoire, quoi. C'est vraiment ces arbres qui ont des intentions, donc c'est parce qu'il y avait des durians partout, parce que quand les enfants allaient à l'école, si vous prenez un durian sur la tête, vous êtes mort directement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement présent dans la vie des gens. Après, les peuples malaisiens, il y a beaucoup de populations en Malaisie, beaucoup d'ethnies, ont des cosmologies très diverses et très riches. C'était pas forcément effectivement mon objet de rentrer là-dedans. En lien spécifique avec le durian, il n'y en a pas forcément beaucoup plus que ça, mais en même temps, c'est extrêmement présent dans tout le quotidien, cette présence de l'arbre. Voilà. Et pour Charles Stepanov, je voudrais lui demander l'usage de la viande de renne. Est-ce qu'il y a un usage sacrificiel aussi? Ou c'était la boucherie du temps des soviétiques uniquement? Oui, vous avez tout à fait raison. Le sacrifice, c'est l'exception dans laquelle il est possible d'abattre un animal et de le consommer. Le sacrifice pour des esprits. Alors, le sacrifice, il va devenir nécessaire quand il y a un animal qui est malade ou qui est blessé. Là, c'est l'occasion de dire que les esprits ont sûrement faim. Et donc on l'abat et on le mange. Oui. Ils viennent le chercher eux-mêmes, alors, d'une certaine manière. Ils le désignent en le rendant malade. Oui, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas le laisser être mangé par les loups, quoi. C'est dommage. Quelques conclusions? Alors, quelques conclusions. On a jeté des jalons pour montrer que
tradition et modernité, c'est peut-être pas si tranché que ça, si évident, et que peut-être pour que les humains se sentent bien, ou du moins certains, ils ont peut-être besoin d'une certaine, tout comme les sémés ont une partie, les sémés disent une chose intéressante, on n'est pas socialement bien intégré et interagissant correctement si on n'a pas sa part animale en soi, donc ces animaux mythiques. Et peut-être que si on n'a pas sa part animiste en soi, on n'est peut-être pas si bien que ça. Puis alors maintenant, il y a tous ces mouvements sur lesquels j'ai pas beaucoup... j'en entends parler un peu comme ça, j'ai pas travaillé, je les connais mal, mais tous ces mouvements de retour à la terre avec des pratiques tout à fait nouvelles, les jeunes, souvent urbains, qui viennent s'installer pour élever, cultiver selon des modes nouveaux qui sont les leurs. Eh bien, que sortira-t-il de tout ça? Est-ce qu'ils vont reprendre des choses qui apparaissaient archaïques, ou est-ce que ça va être juste un petit moment comme ça et puis ça va disparaître? Mais on voit quand même, on sent un frémissement un peu partout de choses de ce type. Au Burkina, il y a aussi une espèce de... un frémissement aussi, je dirais, de retour à la tradition. Il y a énormément d'associations, de défense, de promotion de la tradition. Alors, quelquefois, elles sont complètement éphémères, c'est 3-4 personnes et puis ça disparaît. Mais il y a un engouement. Je vais vous terminer par une anecdote pour vous montrer. J'aimais bien, quand j'allais sur mon terrain, faire le trajet Ouagadougou-Bobo-Dioulasso dans le car avec tout le monde. 5 heures de trajet, ça laisse du temps pour regarder les séries diffusées et parler avec ses voisins. J'avais toujours un livre d'ethnologie dans les mains. Et il y a toujours mon voisin ou ma voisine qui commençait à m'interroger. Et alors là, je m'apercevais qu'un jeune informaticien disait « Mais c'est très bien ce que vous faites là. Ah oui, c'est important. Continuez, nous, on veut savoir. » etc. Il y a un engouement pour ces traditions. Alors, je ne sais pas si c'est juste comme ça, mais on sent quand même que tout ça n'existe plus peut-être pour les urbains ou plus de la même manière, mais ça reste un désir de leur part. Et ils y ressentent quelque chose de très important pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je pense que... Merci beaucoup, Madame Fournier, merci, messieurs, de vos exposés. Je pense que, au-delà, effectivement, peut-être de cette nécessité de réappropriation, de réaffirmation de soi-même, qui est un des éléments, d'ailleurs, qui se traduit dans le domaine politique aussi, les choses vont un petit peu de pair dans certains pays, notamment celui que vous avez évoqué. Je pense que j'évoquais hier les assises scientifiques de l'agence universitaire de la francophonie, où il y avait quand même, j'avais bien 900 participants représentant au moins une centaine ou 200 institutions universitaires de par le monde francophone. Et le grand programme qu'ils ont mis en place pour essayer de développer la recherche africaine, faire en sorte que la recherche, parce que justement on sait que c'est un des problèmes importants, les moyens de cette recherche, qu'il soit une recherche-action, comme ils ont bien dit, c'était vraiment le programme sur les savoirs endogènes. Donc c'est véritablement le programme qui a été développé hier à la clôture, en montrant bien qu'il est réparti sur tous les pays, d'ailleurs francophones, pas simplement en Afrique, mais en Afrique en particulier. Deuxièmement, pour notre réflexion générale, et encore une fois sans être artificiel, comme vous l'avez tous dit, si justement, il ne s'agit pas de tirer les choses comme ça, mais je pense que cette question des basculements de retour aujourd'hui peut-être à une autre approche, je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on doit aussi réagir pour tout ce qui concerne ce nouvel ordre international en reconfiguration. Quelles sont justement ces options qui peuvent être prises? Et il y a là justement une sorte de, encore une fois, une sillon de parallélisme, mais je pense qu'on doit absolument s'en inspirer, sortir du convenu et essayer justement de voir ce que l'on peut apprendre, non seulement, comme disait Marie-Sibylle, du bas, et c'est pas une bonne solution, mais également justement de tous les pays qui aujourd'hui s'expriment pour cette nouvelle ordre. Donc je pense qu'il y a là des liens et en tous les cas des réflexions pour nous tous. Et je vous incite à approfondir tous ensemble dans les semaines et les mois qui viennent, l'année prochaine, puisque j'ai cru comprendre que le thème de la reconfiguration de l'ordre international serait
également le thème de l'année prochaine. Je m'en félicite et donc nous aurons l'occasion de tirer quelques conclusions et je vous en remercie et de continuer tous à approfondir cette question. Donc je lève la séance en vous remerciant beaucoup et en vous donnant, je crois, rendez-vous le 21. Non? Enfin, il y a d'autres choses avant. Il y a le rapport sur la présentation. Non, je parlais des séances. Le 20 novembre, il y a la présentation du rapport La relation Afrique-France, qui donc sera présenté ici lors d'une séance un peu exceptionnelle, à la fois par certains de ses rédacteurs, mais également avec des participants de tous ordres, des invités de très haut niveau et des experts. Donc ça, c'est le 20 novembre. Et le 21 novembre, nous aurons une session, une séance consacrée, au fond, aux remises en cause des notions et des concepts de l'état de droit, du droit international, de la démocratie, à l'aune de l'œuvre en particulier d'un ancien président de cette académie, le professeur Gérard Kodak, qui a été effectivement un de ces promoteurs de ces différents concepts. Et donc, il y aura des témoignages d'un certain nombre d'académiciens et académiciennes, et une réflexion autour de ces questions de recomposition, de réappropriation de ces concepts plus classiques en matière juridique. Je vous en remercie beaucoup, et donc, dans quelques jours, merci beaucoup pour votre présence. À bientôt. Merci, messieurs. Merci.